Ma sœur a dit que j'avais mis de l'eau de javel dans la soupe de mon grand-père et a appelé la police. Mes parents l'ont soutenu comme témoin. Bonjour, je m'appelle Stella. Ma sœur a dit que j'avais empoisonné notre grand-père avec de l'eau de javel. Et mes parents se sont tenus à ses côtés, ont juré que c'était vrai, même en sachant que ça ne l'était pas. Ils ne m'ont pas seulement trahi dans un moment de panique. Ils ont construit un mensonge, lentement et soigneusement, comme un patchwork familial cousu de méchanceté. Le pire dans tout ça? J'ai failli les croire. J'ai été arrêté en chaussettes trouées, avec mon chien qui gémissait à la porte. Et pourtant, une partie de moi espérait que quelqu'un dirait « Attendez, quelque chose ne semble pas normal ». Mais personne ne l'a fait. Alors maintenant je demande, quel genre de famille regarde sa fille et y voit un problème qu'il vaut la peine de faire disparaître? Ne voudriez-vous pas savoir ce qu'ils protégeaient et pourquoi il fallait que ce soit moi qu'ils enterrent? La matinée a commencé comme toutes les autres. La lumière du soleil filtrait par la fenêtre de la cuisine en longues bandes dorées, et l'odeur du thym et des feuilles de laurier flottait dans l'air pendant que je remuais la marmite. Dehors, les feuilles venaient de commencer leur danse d'automne, flottant sur le porche de notre vieille ferme à Asheville. J'aimais les matins comme celui-ci, calmes, prévisibles, avant que quiconque d'autre dans la maison ne commence à jouer son rôle. J'ai attrapé le sel, j'ai donné un autre tour de cuillère à la soupe et j'ai jeté un coup d'œil vers l'embrasure de la porte. Papy Harlon dormait encore à l'étage. J'étais allé le voir 1 heure plus tôt. Il avait souri quand j'avais tapoté ses oreillers et murmuré « Ça sent le réconfort ». C'était son mot pour ma cuisine. Le réconfort. Cela faisait 6 mois qu'il avait emménagé, depuis que sa santé s'était dégradée et qu'il avait besoin de quelqu'un à proximité. Je m'étais porté volontaire sans hésiter. Vera avait dit qu'elle avait des réunions. Marina avait dit que ses genoux ne supportaient pas les escaliers. Et Franklin? Il s'était contenté de hocher la tête, comme si la plupart des choses ne nécessitaient pas vraiment son avis. Il m'avait laissé prendre le rôle parce qu'il ne s'en souciait pas, mais papy, si. En versant la soupe à la louche dans la soupière, j'ai pensé aux choses qu'il avait dites dernièrement. De petites allusions, des éloges discrets. Tu es la seule qui écoute. Tu te souviens de comment j'aime les choses. Cette maison ressemble à nouveau à un foyer. Je ne pensais pas que c'était grand-chose. Apparemment, j'avais tort. Au moment du dîner, la table avait de nouveau cette immobilité anormale, celle qui pèse sur la peau comme un air lourd. Vera faisait défiler son téléphone à table. Marina passait les petits pains sans contact visuel. Franklin se raclait la gorge entre chaque bouchée, comme pour remplir le silence d'un son insignifiant. Puis papy, qui mangeait sa soupe lentement à la cuillère, m'a regardé et a souri. C'est la seule qui sait comment je l'aime. Juste comme il faut. Pas trop salée, pas trop chaude. Comme si elle lisait dans mes pensées. Je lui ai souri en retour, mais pas la pièce. Vera s'est figée au milieu d'une bouchée. Elle a regardé papy comme s'il venait de me donner une couronne. Puis elle a baissé les yeux et a continué à mâcher. Marina s'est versé un verre d'eau. Franklin n'a pas bronché, mais il s'est soudainement montré très intéressé par sa serviette. Tout s'est passé si vite après ça. Papy a pris une autre cuillerée, puis a toussé. 1 fois, 2 fois. Sa cuillère a cliqueté sur l'assiette. Sa main a tremblé. Son visage s'est tordu en quelque chose que je ne veux plus jamais revoir. Il s'est affaissé en avant. Je me suis levé, ma chaise raclant le parquet. Papy. La voix de Vera a fendu le chaos comme une dague trempée dans le sucre. Elle a fait quelque chose. Je l'ai vu laisser tomber quelque chose dans la soupe. Quoi? Je me suis tourné vers elle. De quoi parles-tu? Marina a eu un hoquet, manquant de renverser son verre. Que as-tu fait? Franklin a repoussé sa chaise mais est resté assis. Cela ne m'étonnait pas de lui. Je n'ai rien fait, ai-je crié. Il allait bien. Il venait de me faire un compliment. Vera a pointé du doigt, le visage calme, les yeux froids. Je l'ai vu. Une bouteille blanche. Elle a versé quelque chose avant que nous nous asseyions. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas vrai. Elle agit bizarrement depuis des semaines, a ajouté Marina, trouvant ses marques maintenant que Vera avait ouvert la voie. Depuis que papa a dit qu'il voulait refaire le testament. Tu t'en souviens, n'est-ce pas, Vera? Je m'en souviens, a dit Vera, comme si elle présentait des faits à un tribunal. Je les ai regardés tour à tour.
vous êtes sérieuse, là? Mais personne ne me regardait. Pas même Franklin. Les ambulanciers sont arrivés en 15 minutes. La maison s'est remplie de lumière clignotante et les voisins ont commencé à jeter des coups d'œil depuis leur porche. Pendant qu'ils s'occupaient de papy, Vera se tenait les bras croisés. Marina pleurait bruyamment, plus fort que les sirènes. Puis la police est arrivée. Les officiers étaient calmes, procéduriers. Nous avons reçu un appel d'un membre de la famille, a dit l'un d'eux. Il y avait une inquiétude concernant un acte intentionnel impliquant la nourriture. Je n'ai pas fait ça. Madame, sortez s'il vous plaît. Je tenais encore la louche quand ils m'ont dit de mettre les mains derrière le dos. Benny a aboyé une fois puis s'est tu, confus, la queue entre les jambes. Vous ne comprenez pas, ai-je plaidé. J'ai fait la soupe. Je fais toujours la soupe. Demandez à papy, il vous le dira. Mais ils ne l'ont pas fait. Alors qu'il me conduisait à la voiture de patrouille, j'ai vu Marina parler à un officier, sa voix douce mais tranchante. Elle est instable, et elle a toujours été jalouse de la proximité qu'il avait avec Vera. Les voisins chuchotaient. Je n'avais même pas de chaussures. Je les avais laissées près de la porte de derrière. Ils m'ont laissé prendre une veste, mais rien d'autre. Et alors qu'ils fermaient la portière de la voiture derrière moi, j'ai regardé la maison, celle que je nettoyais, celle que je nourrissais, celle pour laquelle j'avais renoncé à des promotions pour m'en occuper. Et j'ai su que la soupe n'était pas la seule chose qui avait été empoisonnée. La cellule de garde à vue était plus froide que je ne l'avais prévu. Un banc en acier, des murs blancs, pas d'horloge. Un détective est entré avec un porte-bloc. Votre sœur et votre mère ont toutes deux mentionné que vous étiez distante, rancunière et émotionnellement instable. Voulez-vous m'expliquer cela? Je n'ai rien dit. Avez-vous mis quelque chose dans la nourriture? Non. Saviez-vous qu'il avait récemment changé son testament? J'ai levé les yeux. C'était nouveau. Je n'ai rien demandé, ai-je dit. Je me suis juste occupé de lui. Il a hoché la tête comme si j'étais juste une autre case à cocher. Est-ce que papy va bien, ai-je demandé. Pas de réponse. J'ai attendu. Mais le silence m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Plus tard, assise seule dans cette cellule, je me suis souvenu d'un moment d'attente à accent grave peine une semaine auparavant. Papy m'avait taquiné pendant que j'arrosais ses plantes. Si tu promets de les garder en vie, peut-être que je te laisserai la maison, avait-il dit, en plaisantant à moitié. Vera était passée dans le couloir à ce moment-là, tenant son téléphone. Elle n'avait rien dit, mais je me suis souvenu de la façon dont elle s'était arrêtée, de la façon dont ses yeux s'étaient plissés. À l'époque, je n'y avais pas prêté attention. Maintenant, je n'en étais plus si sûr, car assise là sur ce banc en métal froid, portant un sweatshirt qui sentait encore le romarin et le thym, une pensée ne me quittait pas, il voulait que je disparaisse discrètement. Le garde n'a pas parlé quand il a de nouveau ouvert la porte. Il n'en avait pas besoin. Rien que le regard dans ses yeux m'a dit que c'était l'heure. Une autre conversation que je ne voulais pas. Une autre manche où la version de moi qu'ils avaient déjà écrite parlerait plus fort que tout ce que je pourrais dire. Ils m'ont ramené dans la même pièce grise. Les lumières fluorescentes bourdonnaient toujours comme des pensées anxieuses. La chaise en métal a grincé quand je me suis assise, la table plus froide que dans mon souvenir. Il y avait un gobelet en papier à moitié rempli d'eau posé devant moi. Toujours intact. Je n'étais pas sûr si c'était pour boire ou pour la forme, comme une sorte de formalité pour rendre tout cela moins cruel. La porte s'est ouverte et un homme en veste anthracite est entré, un dossier à la main. Son badge dépassait juste assez pour me rappeler que je n'avais aucun pouvoir ici. Il s'est assis en face de moi, calme et routinier. Nous avons les dépositions de votre mère et de votre sœur, a-t-il dit en ouvrant le dossier. Je n'ai pas cligné des yeux. Voulez-vous donner votre version maintenant? Ma gorge s'est nouée. Je n'étais même pas sûr de ce que serait ma version. La vérité. Les parties que j'avais vécues, celles que j'essayais encore de croire qu'elles s'étaient réellement produites. Il s'est légèrement penché en avant. Savez-vous ce que l'eau de Javel fait à un homme de 85 ans? J'ai ouvert la bouche, et pendant une seconde, aucun son n'est sorti. Mais ensuite, doucement, je ne lui aurais jamais fait de mal. Il a haussé un sourcil comme s'il était surpris que je parle. C'est drôle, parce qu'elles ont toutes les deux dit que vous étiez distante, renfermée, hostile. Que vous ne vouliez pas de lui. C'est ce qu'elles ont dit. J'ai baissé les yeux sur mes mains,
remarquant pour la première fois une légère tache de soupe sur la manche de mon sweatshirt. Je me suis occupé de lui. Pas comme elle le racontait. Il a fermé le dossier lentement. Vous devriez penser à coopérer, mademoiselle Dalton. Si cela va au procès et qu'il semble que vous ne prenez pas vos responsabilités. Je ne l'ai pas fait, ai-je dit, plus sèchement maintenant. Il s'est levé sans un mot et a quitté la pièce, me laissant avec le bourdonnement de la lumière et un goût de métal dans la bouche. Le temps a passé, bien que je ne sache pas combien. Je le mesurais au nombre de fois où je me suis repassé les 6 derniers mois dans ma tête. J'ai pensé au soir où j'avais sauté des dîners avec des amis pour m'asseoir avec papy. À la façon dont j'avais renoncé à la promotion au travail quand ils avaient dit qu'il aurait besoin de plus de soins. Je ne me suis pas plainte. Je n'ai pas demandé à ce que quelqu'un le remarque. J'ai nettoyé les dégâts que personne d'autre ne voyait. Le sol de la salle de bain quand son équilibre lui a fait défaut. Le réfrigérateur quand il laissait de la nourriture périmée traîner pendant des semaines. Je me suis souvenu d'étiqueter les contenants, de programmer les médicaments, de lui lire ses mémoires de guerre préférées. Rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. Rien de tout cela n'était entré dans la version que quiconque avait de moi. Tout ce qu'il voyait, c'était quelqu'un de silencieux, et les gens silencieux sont faciles à réécrire. La porte s'est de nouveau ouverte. Je n'ai pas levé la tête avant d'entendre les voix. Le ton de Marina était enjoué, trop enjoué. « Salut, ma chérie. » Franklin suivait, tenant un sac en papier. On aurait dit qu'ils arrivaient à une réservation pour un brunch. Je n'ai pas parlé. Marina s'est assise en face de moi, les mains jointes comme si elle disait le bénédicité. « Est-ce qu'il te traite bien ?» Franklin a posé le sac sur la table, évitant mon regard. Quelques articles de toilette. Brosse à dents, déodorant. J'ai hoché la tête une fois, sèchement. Puis j'ai levé les yeux. « Pourquoi faites-vous ça ?» Le sourire de Marina s'est figé, puis s'est adouci en quelque chose de plus étudié. « Stella, nous devons nous concentrer sur l'avenir. Nous ne pouvons pas défaire ce qui est déjà arrivé. » Mon cœur s'est serré. « Tu penses que je l'ai fait ?» Ses yeux ont vacillé. « Nous ne disons pas ça. Mais vous ne dites pas que je ne l'ai pas fait. » Franklin s'est raclé la gorge. Essayons juste de traverser ça de la meilleure façon possible. Je me suis adossé à la chaise, sentant la piqûre derrière mes yeux, refusant de la laisser percer. Tu m'as toujours dit que j'étais trop sensible, trop silencieuse, trop dans ma tête. Marina a serré ses mains plus fort. Nous ne voulons juste pas que cela ruine ta vie. C'est déjà fait. Ils sont restés assis en silence. Pas de culpabilité, pas de honte, juste de la gestion. Comme s'ils calculaient le risque, gardant leurs options ouvertes. Je me suis levé. Vous êtes ici pour contrôler l'histoire, pas pour écouter la mienne. Le visage de Marina s'est durci. Nous essayons de t'aider. Non, ai-je dit fermement. Vous essayez d'effacer la partie où vous ne l'avez pas fait. Ils sont partis après ça. Pas de câlin, pas de promesses, juste une retraite silencieuse dans leur propre sécurité. De retour dans ma cellule, je me suis allongé sur le banc. Le métal me rentrait dans le dos, mais je n'ai pas bougé. J'ai fixé le plafond. J'ai pensé à tous les noms qu'on m'avait donnés dans cette maison, la silencieuse, la sensible, la difficile, la déception. Ils n'ont jamais dit que j'étais l'enfant en or. Mais ils se sont assurés que je sache que je n'étais même pas le bronze. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé le silence s'installer sur moi. Mes doigts se sont recroquevillés sur le bord du banc. Pas par peur, mais par autre chose maintenant. Quelque chose qui bouillait, quelque chose qui attendait. Je me suis assise sur ce banc froid, les doigts crispés. Non pas par peur, mais par quelque chose de plus profond, quelque chose qui brûlait plus lentement. Ce n'était pas de l'adrénaline. C'était la mémoire. Et tandis que j'étais allongé là, respirant à peine sous le bourdonnement de ces lumières fluorescentes, un moment a percé le brouillard. Un dîner. C'était le jeudi avant que tout ne s'effondre. Le genre de soirée qui vous échappe jusqu'à plus tard, quand elle vous hante dans le silence. J'avais fait un rôti de bœuf, des carottes rôties, le menu habituel. Rien de spécial, juste un de ces repas par défaut qu'il me laissait cuisiner parce que ça maintenait la paix. Mais ce soir-là, papy avait pris son verre, l'avait légèrement levé et avait dit de sa voix lente et graveleuse, « Cette maison me survivra. J'espère que tu la garderas au chaud quand je serai parti, Stella. » Ça n'avait pas eu l'effet d'une bombe.
Ce n'était pas bruyant, mais ça avait changé l'air de la pièce. La fourchette de Vera s'était arrêtée à mi-chemin de sa bouche, ses lèvres pincées. Marina s'était agitée et avait lancé une conversation sur le nouvel aménagement paysager du voisin. Franklin s'était gratté derrière l'oreille et avait pris une autre bouchée, comme s'il n'avait rien entendu. J'avais souri à Papy, sentant quelque chose se tordre dans ma poitrine. La surprise, peut-être, ou l'espoir. Maintenant, en me remémorant cette nuit dans ma cellule, je réalisais que c'était le moment, celui qui avait tout déclenché. Pas la soupe, pas la toux, pas les flics. Cette phrase. Ce simple souhait. Et ce n'était pas seulement cette nuit-là. J'ai repensé à 5 jours avant que cela n'arrive. Je marchais dans le couloir, portant un panier de serviettes pliées, sur le point de les déposer dans la chambre de Papy, quand j'ai entendu des voix venant de la porte de Marina, à moitié fermée. La voix de Vera. Si elle est toujours en train de rôder, bien sûr qu'il le lui laissera. Puis celle de Marina. Alors fais en sorte qu'elle ne le soit pas. Je me suis arrêté net. Elle ne m'avait pas entendu. Ou si c'était le cas, elle s'en fichait. Je suis resté là un instant de trop, les doigts s'enfonçant dans le panier. Je voulais dire quelque chose. Pousser la porte. Demander ce que cela signifiait. Mais au lieu de ça, j'ai reculé doucement, laissé les serviettes sur la rampe de l'escalier et je suis allé dans la cuisine. Maintenant, en y repensant, c'était comme si j'étais tombé sur une réunion à laquelle je n'étais pas invité. Comme si elles avaient déjà décidé quelque chose et que j'étais juste en retard pour le découvrir. Mon estomac s'est noué parce qu'il y avait eu d'autres signes de petits signes, mais maintenant ils semblaient flagrants. Vera s'était soudainement montrée très intéressée à aider pour le dîner. Elle ne cuisinait jamais. Pas une seule fois dans sa vie d'adulte elle n'avait montré d'intérêt pour quelque chose de domestique, à moins que cela ne puisse être photographié et filtré. Mais cette semaine-là, elle m'avait demandé ce que Papy aimait dans son thé. Elle planait près du garde-manger. Elle posait trop de questions sur la soupe. À l'époque, je pensais qu'elle essayait de se rapprocher. Maintenant, je savais mieux. Je me suis redressé sur le banc, le dos douloureux. Mon corps s'était raidi, mais mon esprit bougeait vite. Je me suis souvenu d'un autre détail. 3 nuits avant que tout ne s'effondre. J'avais sorti les poubelles. La même routine que toujours. Quelque chose avait fui à l'intérieur de la poubelle de la cuisine. J'avais marmonné et attrapé une serviette en papier. Mais je me souviens maintenant, il y avait un chatoiement. Quelque chose de clair, d'épais, qui formait une flaque sous le bord d'une éponge jetée. Je l'avais essuyé sans réfléchir, et je me souviens de l'odeur, légèrement chimique, mais pas assez pour déclencher une alarme. Cette odeur était dans mon sweatshirt maintenant. Je ne l'avais pas lavé depuis cette nuit-là. J'ai baissé les yeux sur la faible tache près de mon poignet. Elles avaient été prudentes, pas négligentes. Et soudain, tout s'est mis en place. Ce n'était pas juste une campagne de diffamation. Ce n'était pas de la panique ou un malentendu. C'était un plan, le timing, les accusations, la chorégraphie. C'était comme si elle l'avait répété. Vera criant, Marina ajoutant des commentaires colorés, Franklin restant muet juste assez pour ne contredire personne. Elles n'étaient pas confuses. Elles étaient unies. Ça a frappé plus fort que les menottes ne l'avaient fait, parce que ça signifiait que je n'étais pas seulement un bouc émissaire. J'étais la cible. Je n'étais pas une conséquence malheureuse d'une mauvaise soirée. J'étais le plan. Et ça, plus que tout, me brûlait la poitrine. Elle n'avait pas inventé ça du jour au lendemain. C'était calculé. Elle n'avait pas seulement espéré que je m'en aille. Elle s'était assurée que je le ferais. Je me suis penché en avant, les coudes sur les genoux, les mains jointes. Elles n'ont pas été négligentes, ai-je murmuré à personne. Elles ont été précises. Et le pire? Elles pensaient que je ne me souviendrais pas. Mais je m'en souvenais. Chaque moment, chaque regard, chaque mot qu'elle n'avait pas dit à voix haute parce qu'elle n'avait pas à le faire, parce qu'elle m'avait formé depuis l'enfance à comprendre le sous-texte. Ne demande pas trop. Ne remets pas en question. N'interromps pas. Maintenant, elles comptaient sur ce silence pour les sauver à nouveau. Mais elles avaient oublié quelque chose. Je n'avais plus rien à perdre. Les mots sont restés sur ma langue longtemps après son départ. Vera me les avait jetés comme des miettes, laisse tomber, ou ils trouveront plus que de l'eau de Javel la prochaine fois. Mais elle aurait dû mieux savoir.
J'étais la silencieuse, oui, mais je me souvenais de tout, surtout de ce qu'ils n'ont jamais su que j'avais vu. C'était 3 jours avant que papy ne s'effondre, peut-être 4. Je nettoyais la cuisine tard. Tout le monde regardait la télévision, faisant semblant d'être une famille, et j'avais sorti les poubelles. Le sac était plus lourd que d'habitude. En le tirant du bac, quelque chose a giclé près du fond. Ça a laissé une traînée trouble derrière, gluante et à l'odeur chimique. Je me souviens avoir froncé les sourcils et attrapé des serviettes en papier, agacé par le désordre. Mais maintenant, je pouvais le voir clairement. C'était le moment, la première miette de pain. Il y avait aussi eu cette nuit où Vera avait insisté pour aider au dîner, elle coupait soudainement les légumes avec précision, vérifiait l'assaisonnement, ouvrait des tiroirs qu'elle n'utilisait jamais. Ça m'avait semblé étrange à l'époque, mais je n'y avais pas prêté attention. Après tout, elle s'impliquait enfin. Peut-être que c'était de la culpabilité. Peut-être qu'elle essayait de faire la paix. Ou peut-être qu'elle faisait du repérage dans la cuisine. Chaque mouvement qu'elle faisait me semblait différent avec le recul. Elle n'aidait pas. Elle observait, se positionnait, calculait. Mes yeux ont balayé la petite fenêtre au-dessus des toilettes de la cellule. Le soleil s'était couché maintenant. Je pouvais entendre le changement de garde dans le couloir, des clés qui tintent, des voix basses. Et puis, soudain, je me suis souvenu d'autre chose. L'ours. L'ours en peluche avec le nœud rouge qui se trouvait sur l'étagère du haut dans la cuisine. Je l'avais acheté sur un blog parental il y a 6 mois. Il avait une caméra espion discrète intégrée dans l'œil, activée par le mouvement, qui enregistrait sur une carte micro SD. Je ne l'avais dit à personne parce que, franchement, personne ne se souciait de ce que je faisais. Ça avait commencé comme un moyen de surveiller papy quand je n'étais pas à la maison, pour m'assurer qu'il ne vagabondait pas ou ne tombait pas. L'angle faisait face à la cuisinière, au comptoir, à la poubelle, à tout. Je ne l'avais pas vérifié depuis des semaines, peut-être des mois. Mais si elle fonctionnait encore, elle aurait pu enregistrer exactement ce qui s'était passé ce jour-là. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. Je me suis redressé. Il me restait un appel téléphonique. Un que je n'avais pas utilisé. J'avais attendu, trop abasourdi, trop désorienté pour penser. Mais maintenant, mon cerveau semblait s'être remis en place. J'ai demandé au garde. Il a hoché la tête. Il m'a dit que j'aurais 5 minutes. Il m'a conduite à un bureau, à un téléphone fixe. J'ai composé le numéro de Joël de mémoire. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Stella, j'ai besoin que tu ailles dans ma chambre maintenant, ai-je dit, en gardant ma voix basse. Tu te souviens de l'ours en peluche avec le nœud rouge sur l'étagère du haut dans la cuisine? Une pause. Oui. Il y a une caméra à l'intérieur. Carte micro SD. S'il te plaît, prends-la. Sors-la de la maison. Ne le dis à personne. Fais-le maintenant. Joël n'a pas posé de questions. Compris. J'arrive. J'ai murmuré un « merci » et j'ai raccroché. Pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti quelque chose comme du contrôle. Mince, comme du papier de soie, mais quand même quelque chose auquel je pouvais m'accrocher. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Pas à cause du lit de camp ou du bruit ou même du froid dans la cellule. Je suis resté éveillé à penser à l'ours, à savoir si Vera l'avait remarqué, si elle avait deviné que c'était plus qu'une décoration. J'ai rejoué chaque moment où elle s'était tenue, ce qu'elle avait touché. Je me souvenais qu'elle s'était arrêtée près de l'ours une fois. Mais avait-elle réalisé, ou était-elle trop occupée à être précise? Je le saurais assez tôt. En fin de matinée, après un petit déjeuner que je n'ai pas touché, le garde m'a conduite dans une salle de garde à vue séparée. Réunion privée, a-t-il dit. Je m'attendais à Joël, peut-être à mon avocate. Mais quand la porte s'est ouverte, c'était Vera. Elle est entrée comme si le sol sous ses talons lui appartenait. Pas de sourire, pas d'arrogance, juste ce calme terrifiant qu'elle avait maîtrisé au fil des ans. Le garde nous a laissés seuls. Tu n'es pas censé être ici, ai-je dit. Elle a haussé les épaules. Maman a usé de son influence. Elle a dit que je devrais essayer de te joindre. J'ai croisé les bras. Me joindre? C'est de ça qu'il s'agit? Elle s'est appuyée contre le mur, les bras croisés. Tu te crois toujours si intelligente, si au-dessus de tout ça. Je ne pense pas ça. Je pense juste que je ne suis pas comme toi.
La bouche de Vera a eu un tic. Non, tu ne le hais pas. Tu ne sais pas comment jouer le jeu, elle s'est approchée. Laisse tomber, Stella, a-t-elle dit, sa voix presque un murmure. Abandonne. Accepte un accord. Dis que tu as fait une erreur. Fais une thérapie. Disparais quelque part de tranquille. Je l'ai regardé fixement, sans cligner des yeux. Parce que si tu continues à creuser, a-t-elle dit, ils vont creuser en retour. Tu penses que l'eau de Javel c'est grave? Tu n'as pas vu ce que je peux ruiner d'autre. La voilà. La menace derrière le rideau. Je me suis levé lentement, croisant son regard. Tu ne me préviens pas. Tu te vantes. Elle n'a rien dit. Tu n'as pas peur de la vérité, ai-je dit. Tu as peur que j'aie des preuves. Elle s'est penchée juste assez pour que j'entende sa respiration. Il ne reste personne pour te croire, Stella. Tu es la bizarre, la recluse. Ils diront que tu as tout imaginé. Elle s'est retournée pour partir, mais je l'ai arrêtée avec une seule phrase. Tu aurais dû t'assurer que je n'avais plus rien à me souvenir. Elle a fait une pause d'une demi-seconde, juste assez pour me montrer que j'avais touché quelque chose. Puis elle est sortie. Après que Vera soit sortie et que le garde soit revenu, je me suis assise sur ce banc, les bras croisés, le cœur battant avec quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des jours. La résolution. Pas la rage, pas la panique, juste cette clarté glaciale qui s'installe quand on sait qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Ce même soir, pendant le dîner, qui n'était rien de plus qu'un sandwich froid glissé sous une porte en métal, j'ai déplié une serviette enroulée autour de la fourchette en plastique. À l'intérieur se trouvait un mot écrit de l'écriture serrée de Joël, j'ai l'ours. Carte intacte. Vidéo en cours de chargement. Je la garde en sécurité. J'ai tenu cette serviette comme si c'était la dernière allumette sèche dans une tempête. Pour la première fois depuis qu'il m'avait traîné hors du porche avec des menottes, j'ai expiré. Joël ne m'avait pas seulement cru, elle avait agi. Et cela changeait tout. Il y avait encore un long chemin à parcourir. Je n'étais pas naïve, mais je n'étais pas non plus impuissante. Le lendemain matin, ils m'ont emmené dans une salle d'interrogatoire plus petite, nue à l'exception d'une chaise pliante et d'une table en métal. J'ai attendu là près de 20 minutes avant que la porte ne s'ouvre à nouveau. Cette fois, Marina est entrée seule. Elle avait une enveloppe en papier craft à la main et ce même sourire crispé qu'elle portait lors des réunions de famille auxquelles elle ne voulait pas assister. Son cardigan était boutonné parfaitement. Sa posture était composée. « Je t'ai apporté quelque chose », a-t-elle dit en s'asseyant en face de moi. Je n'ai rien dit. Elle a sorti quelques pages tapées de l'enveloppe, les étalant sur la table comme un croupier sur le point de distribuer une main perdante. C'est un projet de déclaration d'excuses. Nous avons travaillé avec un avocat. Discrètement, bien sûr. Si tu le signes, le procureur acceptera probablement un arrangement. Un programme de déjudiciarisation, pas de casier judiciaire. Dans un an, tout cela sera derrière toi. Mes yeux se sont posés sur le deuxième paragraphe, l'accusé regrette son instabilité émotionnelle et la détresse causée à sa famille pendant cette période difficile. Je l'ai regardé. Tu as toujours dit que j'étais la silencieuse. Peut-être que j'ai juste appris à ne pas gaspiller ma voix avec des gens qui n'écoutent pas. Elle n'a pas bronché. Tu ne veux pas faire traîner ça, Stella. C'est déjà assez humiliant pour tout le monde. Pour tout le monde? J'ai ri une fois, amèrement. C'est moi qui étais menottée, maman. N'aggrave pas les choses, a-t-elle dit en repliant les papiers, soudainement brusque. Tu aurais peut-être dû dire ça à celle qui les a aggravés, ai-je répondu calmement. Elle n'a pas répondu. Elle s'est levée, a pris l'enveloppe et est sortie. Pas une seule fois elle n'a demandé si j'allais bien. Pas une seule fois elle n'a dit qu'elle me croyait. Plus tard cet après-midi-là, mon avocate, Lydia Auxerre, commise d'office mais plus perspicace que la plupart des gens ne le pensaient, est arrivée avec quelque chose dans son sac. Elle a fermé la porte derrière elle et a posé une petite clé USB sur la table. Ceci m'est parvenu anonymement, a-t-elle dit. Livré en main propre. Je me suis penché en avant. Il y a une vidéo, a-t-elle ajouté. Je l'ai regardée. Je ne suis pas censé en dire beaucoup pour l'instant, mais c'est clair. Très clair. J'ai dégluti difficilement. Qu'est-ce qu'elle montre? Lydia m'a regardé dans les yeux. Votre sœur. Dans votre chambre.
Elle glisse quelque chose dans votre tiroir. C'est horodaté. Juste 1 heure avant que l'ambulance ne soit appelée. Ma poitrine s'est serrée. Le tiroir du bas. Elle a hoché la tête. Le tiroir de la soupière, n'est-ce pas? J'aurais pu pleurer. Au lieu de ça, j'ai juste dit que la partie commence. Les jours suivants se sont fondus dans un brouillard de procédures légales et de conversations à voix basse. Lydia n'a rien promis, mais son ton a changé. Elle me parlait comme à quelqu'un ayant du potentiel, pas comme à quelqu'un qu'on surveillait. Ce seul changement m'a donné de l'air. Puis est venue la réunion. Ce n'était pas un procès, juste une conférence préparatoire. Mais Lydia s'est assurée qu'elle se déroule en personne. Elle a dit, parfois, les gens ont besoin de voir ce qu'ils ont essayé de détruire en face à face. Ils m'ont fait entrer dans la pièce en dernier. Vera et Marina étaient déjà là. Vera dans son blazer parfaitement repassé. Marina avait l'air de ne pas avoir dormi. Franklin était assis sur le côté, silencieux, fixant un poing sur le sol comme s'il lui devait de l'argent. Lydia s'est assise à côté de moi, calme, contrôlée. Avant que quiconque ne puisse parler, elle a fait glisser un ordinateur portable sur la table et a appuyé sur lecture. Il n'y avait pas de son, juste les images granuleuses de la caméra espion. Vera entrait dans ma chambre comme si elle y appartenait. Elle s'est dirigée directement vers le tiroir du bas, a sorti un sac en plastique de son sac à main et l'a glissé à l'intérieur. L'horodatage clignotait dans le coin de l'écran, 18h13. Le visage de Marina est devenu blême. Vera n'a pas cligné des yeux. Je me suis penché en avant et j'ai dit, j'ai une copie. Si vous essayez d'enterrer ça, j'enterrerai toute votre version des faits. Marina a tressailli. La mâchoire de Vera s'est crispée. Franklin ne levait toujours pas les yeux. Je ne voulais pas faire ça comme ça, ai-je dit. Mais vous ne m'avez pas laissé le choix. Tu déformes tout, a dit Marina, la voix tremblante. Tu déchires la famille. Non, ai-je dit doucement. Vous avez fait ça quand vous avez choisi un gros titre plutôt que votre propre fille. Lydia s'est levée. Nous soumettrons la vidéo dans le cadre de notre requête en irrecevabilité de toutes les charges. Si le procureur ne les abandonne pas, nous irons au procès et ceci sera la pièce à conviction numéro 1. Le silence a suivi. Le genre de silence qui s'épaissit d'embarras, de culpabilité, d'exposition. Il n'avait plus rien à dire. Avant de partir, j'ai regardé Vera droit dans les yeux. Son expression n'avait pas changé. Ceci est ma façon d'être clémente, ai-je dit. Vous ne voulez pas savoir de quoi j'ai l'air quand j'arrête d'essayer d'être poli. Après avoir dit à Lydia de programmer la déposition, j'ai senti quelque chose changer, non pas dans le monde, mais en moi. C'était comme si le poids s'était déplacé de ma poitrine à mes épaules. Plus léger mais plus lourd d'une manière différente. Parce que maintenant que je les avais confrontés, maintenant que la vidéo était sortie, je savais que la prochaine vague ne serait pas légale. Elle serait personnelle. Et j'avais raison. Le premier signe est arrivé tôt le lendemain matin. Un garde m'a remis une enveloppe. Pas d'expéditeur, juste mon nom, dactylographié. À l'intérieur se trouvait un article imprimé. Un journal local. 3e page. Une jeune femme accusée de tentative de meurtre. Sa famille profondément préoccupée. Sous le titre, il y avait des citations. Elle a toujours eu des difficultés émotionnelles. Nous ne pensions pas qu'elle était capable de ce genre de violence, mais avec le recul, les signes étaient là, affirmait une source. Une autre ligne disait, nous essayons de l'aider depuis des années. C'est tragique que nous en soyons arrivés là. Pas de nom, juste des membres de la famille anonyme. Mais je connaissais ces mots. Vera les avait déjà dit, mot pour mot, à huis clos lors d'une de ces crises de nerfs mises en scène où elle pleurait juste assez fort pour que les gens l'entendent à travers le mur. J'ai fixé le papier pendant un long moment. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié, mais ma mâchoire s'est serrée si fort qu'elle en était douloureuse. C'était la première frappe. Plus tard cet après-midi-là, Lydia est arrivée, furieuse. Ils l'ont fait fuiter, a-t-elle dit en arpentant la pièce. Quelqu'un a donné l'histoire à la presse. Ils essaient de créer une perception publique que vous êtes instable avant même d'aller au tribunal. Parce qu'ils savent que les preuves sont de mon côté, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Et ils ont peur de ce qui se passera quand leur version des faits ne sera plus la seule. Ce soir-là, après le départ de Lydia, un des gardes s'est approché discrètement pendant sa ronde.
Vous avez un message vocal sur la ligne publique, a-t-il dit. Quelqu'un des informations l'a laissé pour que vous l'écoutiez. Il m'a tendu le téléphone et a appuyé sur lecture. Bonjour, Stella. C'est Christine de la chaîne 7. Nous préparons un reportage sur l'affaire. Nous comprenons que votre famille a exprimé des inquiétudes concernant votre santé mentale. Souhaitez-vous commenter vos évaluations antérieures? C'est votre chance de rétablir la vérité. J'ai mis fin à l'appel avant la fin. La voilà. La preuve qu'ils n'essayaient pas seulement de gagner. Ils essayaient de m'effacer. Cette nuit-là, le sommeil n'est pas venu facilement. Mais quelque part entre les premières heures et l'aube, j'ai senti quelque chose s'apaiser en moi. S'ils voulaient transformer cela en guerre, je pouvais me battre. Mais ils devraient vivre avec la version de moi qui ne demandait plus la permission. Le lendemain matin, avant que les plateaux de petit déjeuner ne soient livrés, j'ai reçu un appel de Joël. Sa voix tremblait. Ils sont venus chez moi. La protection des animaux. Ils ont dit que quelqu'un avait signalé que Benny était gardé dans des conditions dangereuses. Ils ont essayé de le prendre, Stella. Je me suis assise lentement sur le bord du lit. Ils avaient des papiers, a-t-elle continué. J'ai refusé d'ouvrir le portail. J'ai dit que c'était mon chien d'assistance. J'ai menti, évidemment. Mais j'ai paniqué. Qu'est-ce que je fais? Benny. Il était la seule chose qui m'avait jamais aimé sans condition, sans performance. Il était à moi avant même que papy n'emménage. L'idée qu'il l'utilise, la seule chose qu'il me restait, comme moyen de pression, a fait sauter quelque chose en moi. Emmène-le chez Monsieur Winthrop, ai-je dit. Le vieil voisin de papy. Tu te souviens? Il a toujours le jardin clôturé. Benny le connaît. Joël a hésité. Tu es sûr? Oui. Verrouille le portail. Ne réponds à personne qui frappe. Ils ne jouent plus franc jeu. Ils ne l'ont jamais fait, a-t-elle marmonné. Après la fin de l'appel, je suis restée assise là dans le silence. Il ne s'agissait plus d'un testament ou d'un malentendu. C'était une punition pour avoir osé les exposer, pour ne pas être la fille qui restait à sa place. J'ai pressé mes paumes l'une contre l'autre et j'ai pris une inspiration. 2 heures plus tard, j'étais de retour au tribunal. Juste une audience de suivi. Pas de plaidoirie, mais ils étaient là, Marina, Vera et Franklin. Vera avait l'air de sortir d'un drame judiciaire, blazer élégant, cheveux tirés en un chignon qui criait la compétence mais ses yeux étaient méfiants. Après l'audience, je l'ai croisée dans le hall. Elle a eu un sourire narquois. Je me suis arrêté. Tu as presque gagné, ai-je dit. Elle s'est retournée. Presque? Je suis toujours en avance. Personne ne m'a condamné pour quoi que ce soit. Je me suis approché. Pas menaçante, juste honnête. Tu as oublié quelque chose. Ah oui? Et quoi donc? Je n'essaie pas de gagner, ai-je dit. J'essaie juste de ne pas te laisser écrire ma fin. Elle a levé les yeux au ciel. Tu es toujours si dramatique. Et tu es toujours si désespéré d'être vu comme la victime. Ça a touché. Ses yeux se sont enflammés. Elle s'est avancée rapidement. Trop rapidement. Sa main s'est levée comme si elle voulait me gifler. Un agent de sécurité est apparu de nulle part, se plaçant entre nous avec un « Madame », reculé, calme mais ferme. Vera a baissé la main, a rajusté son blazer comme si tout cela n'était qu'une blague, et s'est détournée. Alors qu'elle s'éloignait, je me suis tourné vers Lydia. Programmer la déposition, ai-je dit. J'en ai assez de les laisser parler sans que ce soit enregistré. Les murs à l'intérieur du palais de justice étaient peints de la couleur de l'indécision, quelque part entre le beige et le papier jauni, le genre de neutralité fade conçu pour empêcher les gens de ressentir trop d'émotion. J'ai suivi Lydia dans le couloir étroit, la moquette étouffant chaque pas comme un avertissement de ne pas laisser de traces. Joël attendait déjà dans la petite salle de conférence, assise au fond d'une table en stratifie, les mains étroitement jointes sur ses genoux. Elle m'a fait un signe de tête quand je suis entré, ce genre de réconfort silencieux que l'on ne reçoit que des gens qui vous ont vu vous briser et qui sont quand même restés à vos côtés. Lydia m'a fait signe de m'asseoir. En face de nous se trouvaient Marina, Franklin et Vera. Vera avait l'air impeccable comme toujours, son blazer trop chic pour une réunion de famille. Ses yeux m'ont rapidement scruté, calculant. Je pouvais dire qu'elle essayait de prendre la température de la pièce avant que la chaleur ne monte.
Marina serrait son sac à main comme si c'était un bouclier, comme si peut-être à l'intérieur se trouvait la version de moi qu'elle avait créée et qu'elle cherchait désespérément à protéger. Franklin avait juste l'air fatigué. J'ai lentement joint mes mains sur la table, sentant mon pouls dans le bout de mes doigts mais gardant mon visage impassible. Je n'étais pas là pour trembler. J'étais là pour être indéniable. Lydia a ouvert son ordinateur portable. Nous allons commencer, a-t-elle dit, d'un ton neutre mais lourd. Elle a cliqué sur lecture. La vidéo a commencé, granuleuse, qualité typique d'une caméra espion. La cuisine, éclairée par le soleil de fin d'après-midi. Puis le couloir. Puis ma chambre. Vera est entrée sans frapper. Il n'y avait aucune hésitation dans ses mouvements. Elle s'est dirigée directement vers le tiroir du bas, a sorti un petit sac transparent de sa manche, a ouvert le tiroir et l'a glissé derrière une pile de serviettes pliées. Pas de regard autour d'elle, pas de seconde devinette. Elle est partie aussi nonchalamment qu'elle était entrée. L'horodatage dans le coin indiquait 18h13. Mon souffle ne s'est pas coupé. Mon estomac ne s'est pas retourné. J'avais répété ce moment dans ma tête trop de fois. Mais j'ai vu la couleur s'échapper du visage de Marina comme si on l'avait débranchée. Ses mains s'agitaient maintenant, incapables de trouver une position sûre. Franklin fixait l'écran, clignant lentement des yeux. Vera restait immobile, presque trop immobile. Lydia a refermé l'ordinateur portable avec un léger clic. C'est la vidéo originale. Des copies ont été soumises au procureur de la République et seront versées à la requête formelle en irrecevabilité des charges contre ma cliente. Silence. Pas le genre dans lequel on tombe par hasard, mais le genre qui étouffe. Puis Marina l'a brisé. Nous ne savions pas, a-t-elle commencé, la voix fine. Vera l'a coupé. Ça n'était pas censé aller aussi loin. J'ai incliné la tête. C'est allé exactement aussi loin que vous le vouliez. Le sang-froid de Vera a craqué. Tu t'es toujours cru meilleur, a-t-elle lâché. Tu agissais comme si tu le méritais plus que moi. Comme si tu avais droit à son amour juste parce que tu avais abandonné ton travail et que tu planais au-dessus de lui toute la journée. J'ai gardé ma voix égale. Je n'avais pas besoin d'être choisi, Vera. J'étais déjà vu. C'est toi qui continuais à passer des auditions. Elle s'est levée. Il a dit qu'il allait changer le testament. Tu crois que ça ne voulait rien dire? Tu crois que ça n'avait pas de conséquences pour le reste d'entre nous? Alors, tu m'as piégé, ai-je demandé. Parce que tu ne pouvais pas supporter l'idée que l'amour ne peut pas être hérité ou gagné par l'apparence? Marina a attrapé le bras de Vera. Assieds-toi, a-t-elle sifflé. Mais sa fille l'a repoussé. J'ai tout donné à cette famille, a dit Vera, se tournant vers nos parents. Et elle était toujours juste là, silencieuse, profitant de la sympathie pendant que je devais briller. La bouche de Franklin s'est ouverte pour la première fois depuis notre entrée. Je ne savais pas que tu étais allé dans sa chambre, a-t-il dit doucement. Je me suis tourné vers lui. Non. Tu ne voulais pas savoir. Il a baissé le regard. Lydia a calmement empilé ses dossiers. Nous allons également déposer une plainte pour parjure et entrave à la justice contre Madame Vera Dalton, ainsi que demander au tribunal d'examiner les déclarations antérieures faites par Monsieur et Madame Dalton pour fausses déclarations. Les yeux de Marina se sont écarquillés. Ce n'est pas juste. On nous a trompés. Vous vous êtes trompé vous-même, ai-je dit. Lydia s'est levée, me faisant signe. Nous avons terminé ici. Ma cliente ne parlera plus sans enregistrement. Joël s'est levé avec moi. Elle n'avait pas dit un mot de toute la réunion. Elle n'en avait pas besoin. Sa seule présence était plus forte que tout leur silence. J'ai rassemblé mes affaires lentement, savourant le calme. Non pas parce qu'il était paisible, mais parce qu'il était mien. En me tournant pour partir, je les ai regardés chacun dans les yeux. Vous m'avez enterré, ai-je dit. Mais je me suis souvenu comment creuser. Je suis sorti de cette salle de conférence la tête plus haute qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Mais je n'en avais pas fini, et je savais que la prochaine conversation serait la plus difficile, celle qui n'était pas programmée par les greffiers ou filtrée par un avocat. Plus tard ce jour-là, alors que l'air extérieur se transformait en froid terme de fin d'automne, j'ai reçu l'appel. Lydia m'a retrouvé à l'entrée de l'hôpital. Elle n'a pas beaucoup parlé, hochant seulement la tête en me guidant à travers les portes vitrées et dans un couloir où les murs sentaient légèrement l'antiseptique et la perte. Papy Arlon s'était réveillé.
L'infirmière devant sa chambre a dit qu'il m'avait demandé. Pas Vera, pas Marina. Moi. Je suis entré doucement. Il était redressé dans son lit, pâle mais alerte, ses yeux toujours d'un bleu acier fixés sur les miens comme si j'étais la seule chose réelle dans la pièce. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. J'ai rapproché la chaise de son lit et je me suis assise, agrippant la coudoir si fort que mes doigts sont devenus froids. Sa voix était faible quand il a finalement parlé. C'était elle, n'est-ce pas? Je n'ai pas fait semblant. J'ai juste hoché la tête une fois. Je pensais que j'avais rêvé, a-t-il murmuré. Elle m'a apporté ce thé, puis elle a tripoté la soupe pendant que tu avais le dos tourné. Je pensais que j'avais dû l'imaginer. Tu ne l'as pas imaginé, ai-je dit doucement. Il a fermé les yeux brièvement, la douleur gravée sur son visage. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. J'aurais dû dire à ta mère il y a des années que faire du favoritisme n'était pas de l'éducation. Il les a rouverts. Stella, je suis désolé de ne pas t'avoir protégée. La boule dans ma gorge est restée coincée alors que je chuchotais, tu l'as fait, papy. Tu m'as vu. Le lendemain matin, après quelques formalités administratives, papy a fait une déclaration officielle aux autorités. Lydia et moi étions assises dans une pièce voisine pendant qu'un détective l'enregistrait sous serment. Il a décrit les événements clairement, racontant comment Vera lui avait apporté une tasse de camomille, s'était attardé pendant que j'étais dans le garde-manger et avait remué la soupe avec une cuillère qu'elle n'avait pas lavée. Il a terminé sa déclaration par quelque chose que je n'attendais pas, je fais confiance à Stella. Je n'ai jamais fait confiance à la performance. Et s'il m'arrive quelque chose, assurez-vous qu'elle garde cette maison. C'était la deuxième fois en 2 jours que quelqu'un disait la vérité à voix haute. L'après-midi suivant, Vera a été convoquée pour un interrogatoire formel. Je n'étais pas là. Lydia y était, mais elle m'a tout raconté. Ils ont présenté la vidéo de la caméra espion, l'horodatage, le témoignage de papy, la déclaration écrite de Joël. Vera a d'abord nié. Elle a parlé de manipulation. Elle a monté la vidéo, a-t-elle dit. Ils me piègent parce qu'ils savent que j'ai toujours été plus proche de lui. Puis elle a craqué. Lydia a dit que ce n'était pas dramatique. Elle a juste fixé la table. Et quand on lui a demandé à nouveau si elle avait placé le sac dans mon tiroir, elle a dit « oui ». Et puis, je ne pensais pas qu'il tomberait malade. Je pensais qu'elle aurait du sursis. Peut-être. Je ne pensais pas qu'il s'effondrerait comme ça. Elle a commencé à pleurer. Pas le genre de larmes qui demande le pardon, mais le genre qui sait qu'il est déjà trop tard pour le demander. C'était à propos de la maison, a-t-elle admis. Ça a toujours été à propos de la maison. Dès que cette information a été enregistrée, les choses ont bougé rapidement. Les charges contre moi ont été abandonnées dans les 48 heures. Un communiqué de presse a été rédigé par le bureau du procureur. Mais ce dont je me souviens le plus, c'est la salle d'audience le jour où les mandats d'arrêt ont été émis. Vera se tenait à côté de son avocat. Pas de blazer cette fois, juste un pull terne qui l'avalait tout entière. Le juge a énuméré les charges, falsification de preuves, fausse déclaration, tentative d'empoisonnement. Quand les menottes se sont refermées sur ses poignets, elle ne m'a pas regardé. Marina et Franklin étaient les suivants. Entrave, parjure. Marina s'est évanouie avant même que l'huissier ne puisse l'escorter dehors, s'effondrant sur le sol comme une dramaturge au tombé de rideau. Franklin ne l'a pas rattrapé. Il est resté là. Je suis sorti du palais de justice par la porte latérale. La presse s'était rassemblée devant, avide de photographier le visage d'une femme accusée à tort, maintenant blanchie de toutes les charges. Je ne leur ai pas donné ce qu'ils voulaient. Pas d'interview, pas de déclaration. J'ai juste continué à marcher. Ce soir-là, après être retourné à la maison de papy, oui, sa maison, celle que j'appellerai bientôt la mienne, il m'a tendu une enveloppe. J'ai écrit ça avant que tout ne parte en vrille, a-t-il dit. Je ne savais pas si je serais là pour te la donner. J'ai attendu plus tard pour la lire dans mon ancienne chambre, les murs encore garnis d'étagères que j'avais autrefois utilisées pour ranger des livres et des secrets. La lettre était courte, juste quelques lignes. Je t'ai vu bien avant qu'il n'essaie de t'effacer. J'ai vu la façon discrète dont tu portais des choses que personne ne remarquait. Tu n'as jamais été invisible. Pas pour moi. Je n'ai pas sangloté, mais les larmes sont venues, douces et têtues, imbibant le papier avant que je ne puisse les arrêter. Je l'ai lu 3 fois, et pour la première fois depuis le début de tout ce cauchemar,
j'ai souri. Non pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'avais survécu. Et parfois, c'est plus puissant. Une fois la poussière retombée, il n'y a pas eu de silence. Pas vraiment. Pas le genre de silence qui vient avec le calme. Pas le genre qui vous enveloppe comme une couverture et vous laisse respirer à nouveau. Non, c'était le genre de silence qui résonne, qui persiste, qui vous suit à l'épicerie et au bureau de poste et sur les routes de campagne tranquilles quand plus personne n'est là pour vous demander comment vous allez parce qu'il suppose que le pire est passé. Mais vous savez mieux. Vous êtes toujours debout dans les décombres, et ça résonne. Les déclarations avaient été lues. Les caméras remballées. Les marches du palais de justice s'étaient vidées de journalistes, de microphones, d'inconnus agrippant leurs carnets. Mais j'avais toujours l'impression d'être là, figé sous le poids de chaque mot qui avait été dit et de tous ceux qui ne l'avaient pas été. Vera a plaidé coupable seulement 7 jours après sa mise en accusation formelle. Son avocat a appelé cela de la coopération, comme si c'était un cadeau, un geste de bonne volonté. Elle a pleuré lors de la sentence. De gros sanglots tremblants qui secouaient sa silhouette mais ne m'ont pas ému. Que ces larmes viennent du remords ou de l'embarras, je ne saurais le dire. Et à ce moment-là, je ne m'en souciais plus assez pour essayer. Le juge a qualifié ces actions de « trahison délibérée masquée en loyauté familiale ». Il avait raison. 3 ans dans une prison d'État, c'était sa peine. Marina et Franklin ont réussi à éviter la prison, de justesse. Ils ont eu du sursis, des travaux d'intérêt général et une thérapie obligatoire. Le tribunal a appelé cela une conséquence suffisante pour les mensonges qu'ils ont racontés, pour l'entrave, pour chaque fois qu'ils ont choisi de protéger la version de l'histoire qui les mettait à l'aise au lieu de celle qui était réelle. Je me souviens d'avoir regardé Marina lors de l'audience finale. Sa posture était raide, les épaules rentrées comme si elle voulait disparaître. Ses lèvres restaient pincées en une ligne fine, ses mains se tordaient. Mais pas une seule fois elle n'a regardé dans ma direction. Pas quand les charges ont été lues. Pas quand le juge a parlé directement de ses choix. Pas même quand le verdict a été rendu. La maison de la rue Cédar est tombée dans un grand silence après cela. Mais ce n'était pas le silence de la paix. Ce n'était pas la guérison. C'était le genre de silence qui crie. Le genre qui pèse lourdement dans l'air et vous rappelle tout ce qui n'a pas été dit. Chaque excuse qui n'est jamais venue. Chaque blessure qui a été minimisée, justifiée, enterrée sous des décennies de sourires performatifs et de hochements de tête polis lors des barbecues familiaux. Je n'y suis pas retourné, pas même pour faire un carton, pas même pour récupérer le pull que je savais encore accroché à la porte du placard du fond. Cette maison avait depuis longtemps cessé d'être la mienne. Arlon me l'a offerte plus d'une fois. Elle est à toi maintenant, ma petite, disait-il en sirotant son thé dans cette tasse ébréchée qu'il refusait de jeter. Elle aurait toujours dû l'être. Et peut-être que cela aurait dû signifier quelque chose. Peut-être que cela l'aurait fait, il y a des années. Mais je sentais quelque chose de tendre se tordre dans ma poitrine chaque fois qu'il le disait. Une sorte de tristesse qui n'avait pas de nom. Alors je répondais toujours de la même manière. Cet endroit n'a jamais été le mien, lui disais-je doucement. C'était le tien. J'ai besoin de quelque chose qui soit à moi maintenant. Alors je suis parti. J'ai déménagé à 30 miles au nord, dans une petite ville endormie aux trottoirs inégaux et un café qui jouait du jazz le matin. J'ai loué un petit appartement au-dessus d'une librairie d'antiquités où les fenêtres s'embuaient chaque hiver et où les planchers grinçaient comme s'ils racontaient les histoires de tous ceux qui y avaient vécu avant moi. Ce n'était pas grand. Ce n'était pas luxueux, mais c'était à moi. Personne n'avait jamais crié dans cette cuisine. Personne n'avait arpenté ces couloirs avec une rage déguisée en droiture. Les fantômes ne connaissaient pas l'adresse. Je n'ai emporté que quelques affaires de l'ancienne vie avec moi. Une des chaises construites à la main par papy, l'exemplaire usé des raisins de la colère que nous avions lu ensemble, le dos cassé, des notes griffonnées dans les marges, une photo ou deux. Le reste, je l'ai laissé derrière moi. Laissons la poussière lui tenir compagnie. Puis, quelques mois plus tard, j'ai ouvert le café. C'était modeste, juste une seule pièce, un ancien magasin de quartier reconverti avec des rideaux décolorés par le soleil et des tables dépareillées récupérées dans des vide-greniers et des friperies. J'ai garni les étagères de livres de poche d'occasion. Le menu sur le tableau noir penchait légèrement vers la gauche, peu importe combien de fois j'essayais de le redresser. Nous l'avons appelé le poste d'écoute. Joël m'a aidé à choisir le nom. Elle a dit que ça sonnait comme quelque chose d'enraciné et d'honnête. Un endroit où les gens venaient pour être entendus.
Chaque mercredi, nous organisions l'heure des souvenirs. Les personnes âgées se rassemblaient. Des habitués, des nouveaux venus, des passants qui voyaient le panneau et décidaient de s'arrêter. Ils racontaient des histoires. Une part de tarte à la main, du cidre dans des tasses. Des histoires de guerre, de premiers baisers, de voyages en voiture qui ont mal tourné. Des histoires d'enfants perdus et d'amants retrouvés des décennies plus tard dans des endroits inattendus. Je ne parlais pas beaucoup. Je n'en avais pas besoin. J'écoutais. Et en écoutant, j'ai commencé à me reconstruire. Certaines personnes me reconnaissaient. Celles qui se souvenaient du cycle des nouvelles. Elles s'arrêtaient à la porte, s'attardant comme si elles n'étaient pas sûres d'être les bienvenues. Mais Benny, mon vieux chien croisé doré, savait toujours. Il remuait la queue pour les gentils, aboyait une fois pour ceux qui fixaient trop longtemps. Je plaisantais en disant qu'il était mon détecteur de mensonges. Les habitués le croyaient. Benny était plus lent maintenant, ses hanches raides, ses yeux troubles sur les bords, son museau était devenu presque tout gris. Il s'endormait pendant l'heure des souvenirs, ronflant doucement à côté du chauffage. Mais il me suivait toujours de pièce en pièce. Attendait toujours près de la caisse quand je comptais les pourboires le soir. Me regardait toujours comme si j'étais la meilleure décision qu'il ait jamais prise. Puis, un mardi matin, une lettre est arrivée, postée de la prison d'État. Vera. 3 pages, manuscrite, son écriture plus petite que dans mon souvenir, plus nette, comme si elle essayait d'être prudente, d'être comprise. La première page était des excuses, des lignes comme « Je n'étais pas moi-même ». Je ne savais pas comment gérer le fait d'être remplacé. La deuxième page était une justification. On m'a toujours dit de performer. Tout devait paraître parfait. Je ne savais pas comment arrêter sans devenir invisible. La troisième, silencieuse. Pas de formule de politesse, pas de signature, juste une seule phrase écrite seule en bas. Je ne demande pas pardon. Je ne voulais juste pas que la dernière chose que tu te souviennes de moi soit la pire. Je ne l'ai pas déchiré, ne l'ai pas relu. Je l'ai plié soigneusement et l'ai placé dans le tiroir du bureau du café étiqueté « Affaires non classées », juste à côté du testament original de papy et d'une photo de la foire du comté à l'époque où nous savions encore assez bien faire semblant pour être convaincants. Cette nuit-là, je suis resté tard après la fermeture. Le café était silencieux, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur et de la respiration douce de Benny sous le comptoir. J'ai sorti mon journal, un que je n'avais pas touché depuis des mois, et j'ai écrit une seule ligne, le pardon, ce n'est pas oublier, c'est choisir d'arrêter de saigner là où quelqu'un d'autre vous a poignardé. Puis je l'ai refermé, j'ai éteint les lumières, je me suis agenouillé à côté de Benny et je l'ai gratté derrière l'oreille. Je pense que j'en ai enfin fini, ai-je murmuré. Pas avec la guérison, mais avec le fait d'essayer d'être celle qu'ils avaient besoin que je sois. Et pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, je le pensais vraiment. Parfois, les trahisons les plus profondes ne viennent pas d'étrangers. Elles viennent des gens qui se sont assis en face de vous à table toute votre vie. Mais la guérison ne signifie pas toujours la réconciliation. C'est parfois choisir sa paix plutôt que leur approbation. Que feriez-vous si les personnes qui vous ont élevé essayaient aussi de vous détruire ? Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour d'autres histoires de familles puissantes qui touchent profondément et restent avec vous. Nous avons d'autres vérités qui attendent d'être racontées.